6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? House Nation Radio, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. 7h15 du matin, c'est l'heure de retrouver le réveil de star. Et ce matin, mon invité est connu de tous. C'est un acteur de renom, tant au théâtre qu'au cinéma. C'est également un excellent animateur de télé. Et c'est quelqu'un que j'adore vraiment. Ce matin, je vous propose de réveiller l'excellent Georges Belair. Allez, c'est parti. Oui, allô? Oui, bonjour Georges, c'est Franck, comment ça va? Très bien, bonjour. Bonjour, est-ce que je te réveille? Non. Non. Je suis déjà debout depuis au moins, mais ça fait longtemps, au moins 2 minutes. D'accord, au moins ça. Eh bien écoute, je te propose un petit café ou un petit thé. Nous allons parler de ton parcours et de ton actualité. Et quel parcours, Georges? C'est hallucinant. Écoute, Georges, tu es, je crois, un des acteurs les plus complets que l'on puisse trouver parce que tu as touché du doigt ce que la majorité des acteurs rêvent de faire. Oui, je me suis beaucoup amusé, je m'amuse encore. J'ai de la chance, oui, effectivement, j'ai de la chance. Le théâtre, la télé, le cinéma, et d'ailleurs c'est une carrière qui a commencé assez rapidement, dès 1968, où tu avais joué notamment dans Nous n'irons plus au bois de Georges Dumoulin. Oh là là, oui, oh là là, ça c'est mon premier film. Tu as gardé quel souvenir de ça? Comment tu es rentré dedans en fait? Comment j'ai eu le rôle, c'est incroyable. Georges Dumoulin, c'était un garçon que j'admirais énormément, qui était un type formidable, mais que je ne connaissais absolument pas. Moi, je rentrais des États-Unis, j'étais très jeune, en 68, j'avais 22 ans, et je rentrais des États-Unis d'avoir passé 3 ans à l'acteur studio et tout ça, donc je connaissais absolument personne, et je voulais absolument faire ce métier, parce que j'avais pris des cours, etc. Et je courais sur les Champs-Élysées, et j'ai bousculé un monsieur qui a fait tomber absolument toutes ses feuilles par terre. On s'est retrouvés à 4 pattes tous les deux et moi j'essayais de l'aider à ramasser toutes ces feuilles. Je les ai triées, il m'a regardé, il m'a dit « Vous êtes acteur ?» Je lui ai dit « Oui. » Il m'a dit « Je prépare un film, venez dans mon bureau » et il m'a donné un rôle. Mais c'est génial, ça c'est une rencontre vraiment exceptionnelle. Ah oui, c'est comme une sorte de coup de foudre. En sachant qu'en 1969, pour la première fois, tu montes sur les planches du théâtre Grammont pour une pièce qui s'appelle « Je ne pense qu'à ça ». Oui, c'est tout à fait une pièce de Wolinski, mise en scène par Claude Confortès. Ça suivait Je ne veux pas mourir idiot, qu'on avait joué en 68. On a joué au théâtre Grammont aussi, au théâtre Je ne veux pas mourir idiot. Le théâtre Grammont était un théâtre magnifique, rue Grammont, et dans lequel Michel Simon venait de terminer de jouer Du vent dans les branches de sassafras, ce qui fait que ça m'a permis de rencontrer Michel Simon, René Dupuis, qui était un directeur absolument magnifique de théâtre, et Claude Confortès, et Wolinski. Tout ça faisait un spectacle vraiment jubilatoire, et ça m'a permis de commencer dans une sorte de fête théâtrale magnifique. J'ai vraiment, de cette époque-là, on a enchaîné spectacle à succès, sur spectacle à succès. Les gens couraient voir, bien sûr, le langage de Wolinski et son regard lucide sur l'époque. En 1971, ça a carrément explosé, notamment au cinéma, avec Les Mariés de l'an 2, ce film franco-italo-roumain réalisé par Jean-Paul Rapneau, qui relate une histoire quand même de la mobilisation populaire contre les invasions étrangères. Oui. Comment tu t'es retrouvé sur ce film et est-ce que tu t'attendais à ce succès aussi énorme? Non, c'était formidable. Là aussi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance, grâce à ce métier, de rencontrer des êtres tout à fait formidables, et notamment Jean-Paul Belmondo, qui a été plus qu'un grand frère, un ami cher, formidable, un acteur prestigieux. Moi, je suis arrivé, j'étais tétanisé sur ce film d'angoisse, de peur. On tournait en Roumanie, j'étais très très débutant, j'étais totalement stressé, et donc le fait même l'idée même de donner la réplique à Jean-Paul Belmondo, j'étais au bord de tomber dans les pommes, et je me suis retrouvé devant cet immense acteur et qui a été d'une gentillesse. Il m'a tellement expliqué, tellement aidé, tellement aimé que ça m'a permis de faire le film, de réussir à sortir 2 mots et de pouvoir. Mais je venais de sortir d'un film encore aussi prestigieux qui était Les Pétroleuses avec Brigitte Bardot et J'allais en parler. Ouais. Voilà. Donc
c'était magnifique, c'était une époque incroyable. D'ailleurs aussi en 1971, tu as eu l'opportunité de jouer dans Les Malheurs d'Alfred de Pierre Richard avec Pierre Richard, Annie Dupéré, Pierre Mondy, Jean Carmé ou encore Francis Lax. C'est là qu'on voit vraiment que ta carrière a pris un essor très rapidement, dans le sens où tu t'es mis à jouer dans les plus grands films avec les plus grands. Oui, j'ai là encore rencontré un type formidable, Pierre Richard, qui était de la même école que moi, on avait le même esprit, on était une bande d'amis, on s'aimait beaucoup, Didier Camaca, Pierre Richard, enfin on était une bande, Philippe Auguste à l'époque, on était une bande de copains, et c'est vrai que les choses nous paraissaient faciles, on rencontrait des gens, on avait envie de travailler ensemble, Pierre Richard faisait son premier film, c'était naturel d'y aller, et on s'est suivi avec Pierre Richard, parce que j'en ai fait quelques-uns derrière, des films qui ont bien marché, c'était un réalisateur épatant, Pierre Richard, un ami formidable. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'en 1978, Georges Belair décide de faire un petit virage dans sa carrière, notamment en passant de l'autre côté de la barrière, puisque tu as notamment créé, il y a des jours comme ça, aux côtés de Serge Ganzl, Philippe Auguste, et d'ailleurs avec une mise en scène de Jean Bouchot, au Théâtre Fontaine. Donc ça, c'est pareil. Comment se fait-il que tu aies décidé de passer de l'autre côté de la barrière? J'ai toujours considéré que ce métier, c'était une facette, l'acteur. Moi, j'ai écrit, j'ai composé de la musique, j'ai adapté, j'ai mis en scène. Je crois que toutes les facettes de ce métier sont vachement excitantes et ce serait totalement idiot, par exemple, devant un menu, de ne prendre que le dessert et ne pas essayer autre chose. Moi, je trouve que c'est comme un grand plateau de fromage avec toutes ses couleurs et j'aime piocher dedans à gauche, à droite. Vous savez, c'est quelque part le même métier, il n'y a pas trop de barrières. Bon, il faut écrire à un moment donné. Moi, j'aime bien écrire, j'en ai écrit d'autres, j'ai écrit des feuilletons, j'ai été un des auteurs de Médecins de nuit, j'aime beaucoup écrire aussi, parce que c'est magique d'écrire. Vous écrivez, ça se passe le soir dans le brouillard, et puis quand vous voyez et puis ça, ils vont le tourner, alors vous allez sur le plateau, puis ça se passe le soir dans le brouillard. Votre imagination, vous retrouvez comme dans un miroir ce que vous avez rêvé, c'est magnifique. En 1979, tu as fait une apparition dans James Bond, dans Moonraker, aux côtés de l'excellent Roger Moore, où tu jouais le rôle d'un opérateur radio. Comment est-ce que tu t'es retrouvé sur un James Bond ? Je me suis retrouvé sur ce film parce que j'avais déjà tourné avec Lewis Gilbert un an auparavant à Paris, un magnifique film avec Catherine Allégret. On avait les rôles principaux en anglais. Ça se passait pendant mai 68 à Paris. On avait été choisis tous les deux et on a tourné avec ce réalisateur magnifique, adorable, gentil, vraiment charmant, etc., etc. Et on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. C'est pas un film qui a cassé la baraque, mais nous on a eu beaucoup de plaisir à le tourner. C'était un peu compliqué parce que c'était vraiment entièrement en anglais. D'accord. Et quelques mois après, je pense 7-8 mois après, il m'a envoyé, à l'époque il n'y avait pas tous les fax, les machins, les trucs, il m'a passé un petit coup de téléphone, il m'a envoyé un télégramme pour m'expliquer qu'il montait James Bond, qu'il allait tourner James Bond et qu'il souhaitait m'avoir dans le film. Alors j'étais fou de joie et voilà, ça s'est fait tout simplement. Quand on regarde effectivement ce James Bond qui est Moonraker, on te reconnaît bien, hein. beaucoup plus jeune et plus mâle, je crois. Oui, qu'est-ce que vous voulez, la même tronche, mais ça va arriver à tout le monde. On se reconnaît, mais enfin de moins en moins, on se dit ah oui tiens c'est vrai, j'étais comme ça aussi. En 1981, tu as marqué les esprits notamment dans une pièce de théâtre qui était absolument fantastique, qui était Pauvre France, que l'on peut retrouver donc sur une mise en scène de Michel Roux au théâtre Palais Royal, pièce que l'on peut toujours d'ailleurs retrouver en DVD. Et quel souvenir tu as gardé de cette rencontre avec l'excellent Michel Roux? Enfin, incroyable, c'était un personnage tout à fait incroyable. Il était très étrange parce que c'était vraiment la première vraie pièce de boulevard. Parce que avant, j'avais pas vraiment fait du boulevard. C'était un peu un ton plus moderne, Wolinski, tout ça, Irma la Douce. Enfin, j'avais jamais joué de pièce de boulevard. À l'époque, les directeurs de théâtre faisaient leur métier et le plus grand directeur de théâtre de boulevard de l'époque, c'était Jean-Michel Rouzière, qui était directeur du Palais Royal, qui avait décidé d'aller me chercher, que je joue là-dedans. Donc je me suis retrouvé dans un théâtre magnifique, hein, il est vraiment magnifique, mis en scène par Michel Roux, qui était la Rolls-Royce du metteur en scène et de l'acteur de boulevard. Oh oui, à ce niveau-là, c'était un type incroyable. Il avait une technique, il connaissait absolument par cœur le rythme du rire. Puis Jean Lefebvre, qui était une bombe de comique sur pattes. Et ça a été un plaisir formidable, d'autant plus qu'on l'a joué longtemps, hein. On a dû la jouer 4 ans, on a dû partir 2 tournées en France, en Europe.
On est revenu dans plusieurs théâtres parisiens. Ça a été un des gros succès de ma carrière. Et comme nous sommes dans le théâtre, nous allons y rester. En 2005, tu mets en scène Trop c'est trop, pièce que tu as écrite notamment avec Yvan Varco à Bobino. Et donc ça, c'est un véritable succès. Par contre, pourquoi avoir attendu 36 ans avant de créer une telle pièce, on va dire 100% Georges Belair? Non, parce que ça s'est fait. Vous savez, moi, je crois beaucoup aux rencontres et à des timings. Je force pas les choses. J'ai jamais forcé les choses. Les choses arrivent. Dans ce métier, voilà, les choses arrivent. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour Médecin de nuit. C'est comme ça que ça s'est... C'est des rencontres qui donnent des envies. Puis on se dit, ah bah tiens, si on faisait ça ensemble, voilà. Et ça a été le cas pour Trop c'est trop. Un producteur de tournée m'a proposé, Monsieur Pénard m'a proposé de, tiens, j'aimerais bien partir avec vous, mais écrivez-moi une pièce. On écrivait une pièce. On a écrit une pièce. On s'est amusé à écrire une folie sur un psychanalyste et sa vie amoureuse. Et on l'a appelé Trop c'est trop. Et on s'est beaucoup amusé à jouer ça, et notamment à Bobino, parce que Bobino, c'est un lieu mythique, et petit garçon, tout petit, j'allais dans l'ancien Bobino, celui qui était à la place de celui-là, enfin au même endroit, et c'est là que j'ai rencontré Georges Brassens, et ça a été le début de mon envie de faire ce métier. Je crois, je dois avoir 10-11 ans, et Georges Brassens m'invitait à aller voir ses répétitions à Bobino, parce qu'on l'avait rencontré dans la rue, on était mômes, on l'adorait. Et voilà, c'est parti de là. Donc ça a été pour moi vraiment formidable. Quand Philippe Bouard, qui était directeur de Bobino à l'époque, nous a pris en disant jouer à Bobino, ça a été formidable. Sur un autre thème, Georges Belair, c'est aussi une très très belle histoire d'amour avec la télévision. Déjà en tant qu'acteur, on reparlera du côté animateur dans un instant, mais entre 1969 et 2005, tu as fait de multiples apparitions sur le petit écran, comme effectivement Médecin de nuit, où tu avais le rôle de Michel aux côtés de l'excellente Catherine Allégret et d'Étienne Chicot notamment. Et vous avez tourné pas moins de 38 épisodes qui ont été diffusés à l'époque sur Antenne 2. Quel souvenir tu gardes de cette série qui a vraiment marqué les esprits à l'époque? Formidable. Vraiment, ça a été une aventure collective encore formidable, parce qu'à l'époque, on avait des moyens, on tournait pas en vidéo, on tournait en film. Donc c'était un tour de force de tourner dans les rues, en décor naturel. Tout était tourné en décor naturel, et évidemment de nuit, puisque ça s'appelait Médecin de nuit, on tournait de nuit. Donc on était une bande de copains, Greg Germain, Catherine Allégret, enfin toute une bande de Étienne Chicot, que des très bons comédiens. On avait tous le même âge, la même folie. Bernard Kouchner, qui est un docteur, un médecin, avant d'être l'homme politique qu'on connaît, avait écrit les scénarios, et donc c'était vrai, c'était sincère, il y avait de l'humanité, il y avait de l'humain. C'était une sorte de caméra vérité qui racontait à travers une histoire inventée, une réalité de la vie de la nuit, avec des soucis. Et c'est vrai que ça a rencontré le public énorme, puisqu'à l'époque, ça ferait rêver aujourd'hui, on faisait, la moitié des Français qui regardaient la télé. Il y avait que 2 chaînes, donc c'était pas trop compliqué, mais enfin... J'étais devant et je regardais ça aussi. Alors, toutes les générations te connaissent aussi pour autre chose, puisque en tant que, on va dire, dans le cadre de la télévision, tu es aussi un excellent animateur télé. On pourrait par exemple citer Jeux sans frontières, que tu as animé aux côtés de l'excellente Marie-Ange Nardi, puis Daniela Lombroso, ou encore Les Mariés de la 2, où tu as succédé à Patrice Laffont. Oui, tout ça, c'était du plaisir. Là, je vous dis encore, c'est des rencontres. Je voulais pas être animateur de télévision, et là encore, c'est une rencontre. Jean-Claude Buchesse, qui était un homme formidable, qui croyait absolument à ce qu'il faisait. C'était le début de l'animation, de jeu, etc. Ça n'existait pas encore tout à fait. Et là, il s'est à me convaincre en me disant, mais attends, il faut que tu t'amuses à faire ça, etc. J'avais fait Les Affaires comme invité. Les Affaires sont les affaires, avec Hernandez et Garel sur Canal+. Oui. Et ça lui a donné, l'idée de me faire travailler comme animateur. Il m'a convaincu, et j'ai jamais regretté. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, et j'ai beaucoup appris en tant qu'acteur. Et dans une émission dans laquelle où tu étais très très à l'aise d'ailleurs à la télé, c'était Surprise, réalisé par l'excellent Marcel Béliveau, que tu as présenté d'ailleurs pendant pas mal de temps. Je t'ai toujours trouvé très à ta place dans cette émission, parce que tu es quelqu'un qui amène d'une part le sourire par ta joie, par ta gaieté. En plus, c'était Surprise. Ah oui, c'était formidable. Moi là, c'est une grande plaie dans de ma vie, c'est d'avoir perdu Marcel Béliveau comme ami, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans. Et ça a été un plaisir fou de travailler avec cet homme qui était d'une intelligence formidable, qui était drôle, qui était un véritable ami.
on a eu un coup de foudre l'un pour l'autre. On voulait pas travailler. Je voulais pas faire l'émission, moi, parce qu'elle venait de la une et tout ça. Puis j'avais déjà à l'époque beaucoup d'émissions. Je me dis, il faut arrêter parce que j'en fais trop, puis c'est pas bien. Puis j'aimerais bien faire un peu de théâtre. Et là encore, on m'a dit, mais si, allez au rendez-vous. France Télévisions m'a dit, mais il faut aller au rendez-vous, il faut le rencontrer. Et quand je l'ai vu, et quand il m'a vu, lui pareil, il voulait plus d'animateur, etc. C'était pas très bien passé sur la une, je crois. Et puis on s'est rencontrés, on a parlé d'autres choses. On est devenus chum, on est devenus potes, on est devenus tout ce que vous voulez. Et puis j'allais tout le temps à Montréal le voir, lui il venait sans arrêt à Paris, voilà. Et malheureusement, la maladie. C'est pour ça que chaque seconde est une seconde magnifique à vivre. Et il faut prendre l'habitude de s'en rappeler parce que les catastrophes peuvent arriver. Et puis voilà. Si on fait un petit bilan de tout ça, tu arrives quand même à près de 40 ans de carrière. Est-ce que tu as prévu de marquer le coup? Oh là là, tellement de choses, plein de choses. D'abord, je vais être dur avec moi-même, mais c'est pas 40 ans de carrière, malheureusement. C'est 50 ans de carrière. Je vais arriver à 50 ans de carrière cette année parce que j'ai commencé, j'avais 17 ans. Je faisais le mur de chez moi pour passer à l'échelle de Jacob à l'époque, qui était un cabaret rive gauche, et je faisais de la pantomime comique. Je faisais des petits sketchs muets. Et je rentrais chez moi. Ce qu'on me payait à l'époque pour faire ma petite pantomime à l'échelle de Jacob me payait pas le taxi. Et il n'y avait plus de taxi à 2h du matin, donc je rentrais à pied de Saint-Germain jusqu'à Vanves. Je me tapais 1h30 de marche à pied et d'aller à l'école le lendemain matin. Voilà, ça a été mes débuts. Ça m'a marqué évidemment. Belmondo m'a marqué, les Claude Cardinal, les grands réalisateurs, les gens que j'ai rencontrés. La fête sur scène, le bonheur de jouer devant un public, c'est magnifique. J'ai cette chance d'avoir réussi à faire ce métier que j'adore. Eh bien, tu veux que je te dise, je retourne le compliment dans le sens où je suis heureux de faire le métier qui est le mien parce que j'ai pu avoir des invités comme toi sur antenne et c'est un vrai bonheur. Ouais, Georges, un grand merci, sincèrement. Merci à toi et merci à tout le monde et bonne journée. Et puis je te dis à très bientôt, pourquoi pas pour un autre réveil de star. Un grand merci Georges et je te dis à très très bientôt. Quand vous voulez. Au revoir Georges. Merci, au revoir. Franck Cara sur House Nation Radio.